tous, donc aujourd'hui on se retrouve au lendemain donc du match contre Brighton et donc comme je vous l'avais dit, donc on est là pour faire une vidéo débrief de ce match, donc l'OM qui a concédé le match nul donc de partout, donc hier soir contre Brighton, un match nul vraiment frustrant vu la physionomie du match parce que honnêtement l'OM avait très bien joué en première période. Quand on refait le film du match, je pense qu'on ne s'attendait pas à avoir une équipe de l'OM aussi conquérante, une équipe de l'OM aussi motivée dans l'intensité et dans les courses. Même les circuits de passe étaient vraiment très intéressants. Donc vraiment un match nul frustrant parce que on sentait que l'OM avait le dessus sur Brighton en première période. Et en plus de ça, deux buts marqués vraiment coup sur coup. Donc un premier but donc de Chancel Mbemba après un très beau débordement de Jonathan Klaus qui donne un centre vraiment parfait pour Mbemba qui a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Et dans la foulée quasiment un petit peu le même style de but, cette fois-ci avec un centre, je sais plus si c'est Jonathan Klaus encore qui fait le centre ou pas, mais cette fois c'est Jordan Veretout qui le reprend et pareil, vraiment un peu deux buts assez similaires. Donc on sent que c'est des combinaisons qui ont été travaillées à l'entraînement avec Gennaro Gattuso. Donc vraiment on a vu de très belles choses dans cette première mi-temps donc de la part de l'OM contre Brighton. Donc c'est vraiment dommage après de ne pas avoir été capable d'aggraver le score, de ne pas avoir été capable de continuer parce qu'on sentait vraiment Brighton en grande difficulté en première période. Ils n'ont pas vraiment eu de situation. Les seules situations qu'ils ont eues quand on se refait le match, finalement, c'est juste avant la pause, quand la défense de l'OM a manqué un petit peu de concentration. C'est le seul moment où on a tremblé en première période. Après le reste du temps, l'OM a nettement maîtrisé son sujet. L'OM n'a pas vraiment été mis en difficulté. Je parle vraiment que de la première période pour l'instant. Après, on va venir sur la deuxième période. Et donc voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas aggravé le score, qu'on n'ait pas profité de notre dynamique en première période. Mais malheureusement, c'est le football, c'est comme ça. Et puis en deuxième mi-temps, bien sûr, comme on l'a tous vu, on a senti une équipe de l'OM plus en difficulté. On a senti une équipe de l'OM qui physiquement était en train de pêcher, de puiser dans des efforts. Enfin, on les sentait beaucoup plus en difficulté, beaucoup moins concentrés, beaucoup plus pris défensivement. C'est à ce moment-là que les attaquants de Brighton ont commencé à faire mal. Je pense notamment à Mitoma sur son côté gauche, qui a fait de plus en plus de mal à Jonathan Klaus. Pareil de l'autre côté avec Solly March face à Murillo. D'ailleurs, je tiens à souligner le match sérieux de la part d'Amir Murillo. Honnêtement, c'était seulement son deuxième match, mais on sent le joueur assez calme, on sent le joueur assez concentré, assez appliqué. Franchement, c'est de bon augure pour la suite de la saison. Je pense que l'OM a fait une bonne petite recrue. Pour la rotation, ça peut être très intéressant. En plus, il est important de souligner que Murillo, c'est un joueur qui a joué à gauche, tandis que son poste de prédilection, c'est latéral droit. Et ça fait donc deux matchs que Gennaro Gattuso l'aligne en tant que latéral gauche. Et honnêtement, même à Monaco, il avait déjà fait un match très sérieux. Et là encore, un match appliqué, un match sérieux. Bon, franchement, c'est quelqu'un d'assez rassurant. Je le sens assez calme quand il a le ballon. Dans les duels, il y va, il n'a pas peur d'y aller. Dans le duel aérien, dans le duel au sol. Honnêtement, c'est un joueur qui a été intéressant. Et quand on regarde bien, c'est plus du côté de Klose que le danger est venu en deuxième mi-temps que du danger de Murillo finalement. Donc ça prouve aussi certaines choses. Ça montre aussi un peu sa solidité et sa capacité à bien détourner les attaquants de Brighton. Bon, malheureusement, ça n'a pas suffi. On a quand même encaissé deux buts. On a quand même été repris au score. Donc c'est dommage. On a pris un but assez bête en deuxième mi-temps. Enfin, c'est là qu'on a vraiment senti le manque de concentration de la part des joueurs. Mais c'est surtout, je pense, l'intensité physique
qui nous manquait. Et Gennaro Gattuso l'a très bien dit en conférence de presse à l'issue du match. Il a dit, sans critiquer Marcelino, comme quoi les joueurs n'avaient que 60-65 minutes dans les jambes et qu'ils n'avaient pas plus. Donc ça s'est clairement senti, lui-même l'a senti, lui-même l'a vu. Tout le monde l'a vu, je pense qu'il y avait un vrai souci physique, un vrai souci d'énergie en deuxième période, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a effectué beaucoup de changements. On a vu Aubameyang encore très en difficulté, qui n'a pas réussi à vraiment se procurer d'occasion. Je crois qu'il n'a pas tiré au but, et je suis d'ailleurs un petit peu déçu de son apport. Je trouve qu'il pèse pas assez sur la défense adverse. Il propose pas assez de solutions offensives aux ailiers. Je trouve un petit peu dommage Enfin, je le trouve assez discret. Je trouve que vraiment, il apporte pas ce qu'il devrait apporter avec son expérience. Il apporte pas ce supplément que l'OM devrait avoir sur le plan offensif. Et c'est pour ça, je pense que Vitinha est entré en jeu en deuxième mi-temps. Et d'ailleurs, je tiens à souligner l'entrée en jeu de Vitinha. Pour moi, Vitinha a fait une bonne entrée en jeu. J'en ai vu beaucoup le critiquer un petit peu sur son entrée en jeu, disant qu'il n'avait pas marqué, disant qu'il n'avait pas fait une bonne entrée, mais je suis pas forcément d'accord. Pour moi, Vitinha a fait une bonne entrée en jeu. Il a même failli marquer. Il s'est créé une vraie situation de but sur la relance de Pau Lopez. On le voit vraiment très à l'aise avec le ballon. Il a fait vraiment un crochet très intéressant sur le défenseur. Si le deuxième défenseur ne le contre pas à la dernière seconde, c'est clairement but, parce que le goal était absolument battu. Quand on regarde le ralenti, le goal est pris à contre-pied. Donc c'est dommage, ça m'aurait fait plaisir pour lui qu'il marque. Mais le destin en est autrement. Il n'a pas marqué. C'est dommage, mais après, sinon, oui, du coup, les autres changements, je trouve dommage d'avoir voulu mettre un cinquième défenseur en faisant entrer Lodji à la place de Ndiaye. C'est vraiment dommage d'avoir fait ça, parce que je trouve que jouer à 5 défenseurs, passer dans un système à 5 défenseurs, c'est aussi ce qui nous a fait souffrir davantage, c'est aussi ce qui nous a fait subir davantage dans les dernières secondes. Déjà que Brighton était en train de prendre l'ascendance sur la rencontre, on leur a un peu donné la fourchette et le couteau pour continuer, quoi. Donc on a dressé les couverts simplement. Donc c'est dommage, et après ils ont poussé, puis ils ont eu ce penalty obtenu en fin de match. Penalty justifié parce que la faute existe. Malheureusement, Klose met le pied sur le joueur de Brighton, et donc il n'y a pas de débat, il y a penalty. Mais par contre, ce que je tiens à souligner et ce que je trouve dommage, c'est que l'arbitrage aurait pu être un petit peu mieux. Alors je ne me cache pas là-dessus, parce que ce serait ridicule de se cacher derrière l'arbitrage quand une équipe manque totalement sa deuxième mi-temps. Mais tout de même, l'arbitre a quand même son importance, parce que le joueur justement qui obtient le penalty face à Brighton, c'est celui qui aurait dû prendre, pour moi, carton rouge sur le tacle d'Amin Harit. Donc Amin Harit, cheville en sang, clairement, mais Amin Harit, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour mettre un carton à un joueur ? L'arbitre n'a pas sifflé faute, alors qu'à vitesse réelle, ça se voyait que le tacle était déjà très impressionnant, que le joueur ne jouait pas le ballon. Et en plus de ça, ça se voyait qu'il avait fait très mal, quoi. Quand on a vu crier de douleur, moi j'ai eu très peur, je croyais qu'il s'était fait encore une grave blessure, qu'on allait encore le perdre pendant plusieurs mois. Donc bon, heureusement, plus de peur que de mal, même si après, quand on voit l'état de sa cheville en sang, donc ça prouve l'impact et la violence du tacle. Donc franchement, assez irresponsable de la part de l'arbitre de ne pas avoir sifflé faute, parce que là, s'il sifflait faute, c'était à la limite du carton rouge. Un tacle aussi dangereux, il peut lui casser la cheville, franchement, s'il arrive plus fort, le joueur. Donc voilà, quand on se refait le match, finalement, si ce joueur prend rouge, peut-être qu'il n'y a jamais ce penalty. Bon, après, c'est sûr qu'avec des si, on refait le monde. Donc on pourra jamais savoir. Après, la faute, surtout, elle est de la part de l'OM, qui a manqué de concentration, qui a manqué de conditions physiques en fin de match. Ça, c'est certain, c'est indéniable, personne ne remettra ça en question. Mais c'est dommage tout de même. Après, là où on peut se rassurer dans la soirée, je pense que tout le monde avant le match aurait signé quand même pour faire un match nul à domicile contre Brighton, quand on savait leur performance qu'ils ont fait un petit peu contre les grosses équipes de Première Ligue, une équipe qui a battu Manchester United,
une équipe qui est actuellement 6ème de Première Ligue avec 15 points à 3 longueurs de Manchester City, donc c'est pas une équipe non plus catastrophique, loin de là. C'est une bonne équipe de foot, donc sur le papier, le match nul, c'est pas une contre-performance non plus. Enfin, sur la physionomie du match, oui, parce qu'on mérite de gagner avec la bonne première période qu'on a fait. Je pense que c'était d'ailleurs la meilleure première période qu'on ait fait depuis très très longtemps. Donc voilà, c'est dommage. Après, dans l'autre match, l'enseignement positif qu'on peut en tirer, c'est que l'Ajax n'a pas gagné. L'Ajax a été tenu en échec sur la pelouse de l'AEK Athènes. Et donc quand on fait le point au classement, c'est l'AEK Athènes qui est première avec 4 points. Nous sommes deuxième avec 2 points. Ex-aequo avec l'Ajax qui a 2 points également. Et puis Brighton dernier avec 1 point. Donc tout risque de se jouer vraiment sur la double confrontation contre l'AEK Athènes. Donc premier match au Vélodrome si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est là qu'il faudra vraiment essayer d'aller valider notre première victoire en Ligue Europa et de se diriger vers le chemin de la qualification. En tout cas, moi je suis optimiste quand je vois les joueurs jouer sous Gattuso. Je sens qu'il y a eu du progrès quand même entre Monaco et Brighton. Il y a des circuits de passe qui sont plus intéressants, il y a des façons de jouer qui sont plus intéressantes, il y a vraiment des combinaisons très intéressantes. Donc moi je suis optimiste. Donc on verra bien maintenant le prochain match dimanche face au Havre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé vous du match, n'hésitez pas à me dire vos tops, vos flops niveau joueurs, et voilà, tout ce que vous avez pensé, vos pronostics pour OM Le Havre, ce que vous feriez à la place de Gattuso pour OM Le Havre en termes de composition d'équipe. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, je répondrai à vos commentaires avec plaisir, et puis n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo débrief, à froid du coup, puisque c'est au lendemain du match. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, et puis je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, je vous remercie d'avoir pris le temps de le faire, et puis n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour me soutenir dans mes débuts. Voilà, du coup c'était le débrief d'après-match OM Brighton, et je vous dis à très bientôt pour l'avant-match OM Le Havre. Ciao, ciao.